France Culture. Fort intérieur avec Michel Hulin, indianiste et philosophe, une émission d'Olivier Germain-Thomas. L'Inde, bien sûr, mais pas seulement, car sur des questions aussi importantes que la mort ou les expériences mystiques, votre regard, monsieur, essaie d'embrasser différentes traditions. Naissance dans le Cambrésis, exode, retour dans un monde rural comme une sorte d'île disparue, études de philosophie, choix de l'ouverture à l'Inde, enseignement, séjour en Inde, philosophie comparée. Michel Hulin, de vos ouvrages de philosophie, je retiendrai La face cachée du temps, l'imaginaire de l'au-delà, qui a été publié aux éditions Fayard en 85 et qui, Chine mise à part, embrasse la quasi-totalité des traditions dans leur relation justement avec cet au-delà dont nous ignorons tout, mais que nous essayons, comme on peut, d'imaginer. Je citerai également La mystique sauvage, qui est une étude magistrale sur un phénomène qui, tout en échappant parfois au langage, est un sujet de multiples interprétations, qui est reconnu par toutes les traditions, le domaine mystique, mais justement la mystique sauvage, c'est celle qui va se trouver en marge des traditions, avec cette grande question de savoir si l'expérience est universelle, si elle dépend du langage ou des traditions, ou si elle est universelle, et puis de savoir comment elle s'organise par rapport aux mystiques qui, elles, seraient labellisées par les religions officielles. C'est un ouvrage que je trouve capital, qui malheureusement est épuisé aujourd'hui, mais nous espérons des rééditions qui avaient été publiées au PUF en 93. Alors nous parlerons aussi, même d'ailleurs assez vite, de l'Inde des sages, qui est un ouvrage beaucoup plus accessible, que vous avez publié en l'an 2000 chez Philippe Lebeau, puisque c'est une anthologie de 3000 ans de spiritualité indienne. Et puis, nous parlerons de Shankara et la non-dualité, Shankara étant un des plus grands philosophes de tous les temps, et certainement un des plus grands philosophes de l'Inde, ouvrage que vous avez publié chez Bayard en 2001. Nous commençons par l'enfance, c'est la tradition de cette émission, et j'aimerais bien savoir si, dans ce choc que vous avez reçu à 4 ans, la guerre et l'exode, et dans ces années que vous avez vécues, assez protégé quand même dans un milieu rural qui était en partie hors du temps, malgré les drames de l'histoire. Est-ce que on peut trouver dans cet aspect de votre vie déjà quelques signes qui vont faire de vous un philosophe ? Il est toujours difficile d'interpréter les choses rétroactivement, bien entendu. Néanmoins, il me semble qu'en effet, dans ces années de l'exode et ensuite de l'occupation, parce que la région du Nord, évidemment, était occupée d'emblée par les Allemands, moi j'ai eu l'occasion d'être le témoin de multiples scènes diverses, de violences, d'arrestations, entendu parler de très près, d'exécutions capitales, de tortures, etc., etc. Et il me semble que cela a très profondément marqué mon imagination. Il me semble en effet, notamment, que le problème de la mort et de la finitude, je l'ai déjà ressenti à cette époque, tout en étant par ailleurs un enfant très pieux, un enfant qui était élevé dans une famille catholique traditionnelle, qui allait au catéchisme, qui croyait plus ou moins ce qu'on lui enseignait, mais justement, avec un regard rétrospectif, je me demande si déjà, dans ces années-là, je ne commençais pas un peu à tâtonner vers une interrogation que je formulerai seulement bien plus tard. Le contexte familial vous poussait à ce genre d'interrogation ? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des questions qui se posaient chez vous ? Non, mes parents, enfin surtout ma mère, était
profondément croyante, une catholique traditionnelle. Enfin, on peut être croyant et se poser des questions, quand même. Oui, mais vous pouvez être traditionnaliste. Mettez plus l'accent sur la morale que sur une recherche spirituelle libre. D'ailleurs, mes parents n'étaient pas d'un milieu intellectuel proprement dit. Donc, c'est seulement plus tard, une fois entré au lycée, que cette réflexion a pu trouver, par les lectures, par les cours, rencontres avec diverses personnes, de quoi s'alimenter. L'année où vous avez vraiment abordé la philosophie a été déterminante pour vous ? Oui et non, parce que je me rappelle très bien avoir décidé que je ferais de la philosophie. Je crois que j'étais en 3e. Je me souviens encore. Sans bien savoir ce que c'était, alors. J'ai quand même fait quelques lectures sauvages. Ah oui. Oui. Ah, sauvages. Je me rappelle par exemple avoir lu comme ça, parce que je me disais il faut commencer par les commencements, et de manière assez naïve, j'avais lu tout un que sais-je sur ce qu'on appelle les présocratiques. Et les premiers philosophes, que j'avais pris des notes, que j'avais résumées, etc., bien avant la classe de philo. Oui, ça c'est vrai. Oui. Alors la classe de philo a dû être un enchantement. Oui, tout à fait. Surtout que c'était un monde qui n'est plus tout à fait le nôtre aujourd'hui. Je me rappelle, on était exactement 13. En philo, on appelait ça philo-lettres à l'époque. C'était une grande famille. Et le professeur était il était proche de la retraite. Il n'avait pas d'ambition personnelle particulière, mais c'était un Socrate à sa manière. Et c'était vraiment, oui, une année dont je me souviens avec une certaine nostalgie. Donc à partir de cela, votre choix était quasi fait. Oui, tout à fait, oui. Il était même peut-être, je dirais, trop brutal, trop décidé, en ce sens que, à cette époque, je ne réalisais pas tout ce qu'il fallait lentement assimiler, l'immensité, l'épaisseur de la tradition philosophique. Je croyais un peu, comme c'est une tendance, je crois, naturelle à des adolescents. Je croyais qu'on pouvait, comme ça, spéculer de manière sauvage, que c'était pas vraiment nécessaire d'aller lire dans le détail tous les classiques, etc. De sorte que j'avais pas de très bonnes notes en philosophie, j'avais de bien meilleures notes dans les autres matières qu'en philosophie, parce que je voulais brûler les étapes. Et divers professeurs, encore en Hippocane, ça, m'ont rendu un très grand service en me montrant que non, je m'égarais, j'allais dans des impasses, je ne maîtrisais pas ma pensée, qu'il fallait se mettre à Kant, qu'il fallait se mettre au Parménide, au sophisme, des choses de ce genre. Il m'a fallu pas mal d'années pour réaliser que c'était une leçon d'humilité. Alors plus tard, vous allez rencontrer Jean Wahl, qui va cette rencontre va être déterminante pour vous. Oui, Jean Wahl, gardé un très très bon souvenir de lui. À l'époque, une mémoire de maîtrise sur Nietzsche, je me souviens. C'était aussi une rencontre assez humaine, assez extraordinaire que celle de Jean Wahl, qui était un professeur également un peu hors norme, disons. Et vous avez même rencontré Heidegger. Oui, il y avait quelqu'un d'important à l'époque qui s'appelait Jean Beaufray, qui fonctionnait à la fois à l'école normale et en dehors comme une sorte d'intermédiaire entre Heidegger et la monde, France. Et la France. Donc j'avais pu avoir une sorte d'année, pas sabbatique, mais enfin quelque chose comme ça, une année à l'étranger à Fribourg. Et Heidegger avait déjà pris sa retraite, mais on pouvait encore par des intermédiaires l'approcher. Je suivais les séminaires d'Eugen Fink, qui était son successeur, et par lui, j'ai eu l'occasion un peu d'assister moi-même, un peu, enfin dans le fond de la salle, à quelques séminaires privés qu'il donnait. Ah oui, il n'y a pas eu de dialogue entre lui et vous. Si, parfois, si Fink m'avait présenté à lui, etc. Mais enfin, j'avoue que j'étais un peu intimidé. J'ai jamais osé lui montrer. D'ailleurs, je ne sais pas trop s'il lisait le français ou s'il aimait le lire, je ne sais pas bien. J'aurais pas osé lui présenter des choses que j'écrivais. Mais philosophiquement, quand vous avez découvert sa philosophie, est-ce que vous avez senti des affinités ? Oui, bien sûr. Oui. Et un moyen, grâce à cette pensée, de mieux pénétrer le monde de l'Inde ? Non, à l'époque, l'Inde, j'étais encore absolument étranger à l'Inde. À l'époque, oui, mais plus tard, est-ce que... Plus tard, question, oui. Enfin, c'est une question. On sait que Heidegger a écrit, par exemple, sur la pensée japonaise. Ça, on le sait. Mais est-ce que... C'est une question comme ça qui me vient. Est-ce qu'à partir d'une connaissance de Heidegger,
on peut mieux saisir justement la conception de l'être en Inde. Oui, c'est une question extrêmement complexe. Hein. Je l'ai pensé assez longtemps qu'il y avait des affinités. Aujourd'hui, je serais beaucoup plus réservé à cet égard. Je pense que la conception de l'être chez Heidegger est quand même liée à ce qu'il appelle l'historialité, c'est-à-dire aux époques selon lesquelles l'être se tourne ou se détourne de la réalité humaine et qui commande une réalité historique. Il n'y a rien de tel en Inde. Mais le rapport était peut-être un peu contrasté dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout en étant d'une certaine façon heideggerien, vous voyez, dans ces années-là, comme beaucoup d'ailleurs de mes condisciples, il y avait même un projet qui avait commencé à trouver un début de réalisation, de traduction en français de Sein und Zeit. Il me faisait confiance, parce que bon, pour toutes sortes de raisons psychologiques, sociales, historiques, je passais par une crise. En revenant de Fribourg, en me réacclimatant plus ou moins bien à Paris, à l'École normale supérieure, vous vous souvenez, c'était une période très spéciale, très troublée. C'était l'époque où la guerre d'Algérie battait son plein, et dans le milieu où j'étais, bien sûr, pour des raisons à la fois idéologiques et peut-être quelquefois aussi intéressées, nous étions farouchement, naturellement opposés à cette guerre d'Algérie. Nous étions dans les manifestations, etc. Et d'une manière plus générale, il y avait une atmosphère extrêmement politisée qui régnait au quartier latin parmi nous. Et sur un plan philosophique, j'étais mal à l'aise avec les tendances dominantes du moment, qui étaient en très gros le structuralisme, non pas tellement chez Lévi-Strauss, mais tel que ses disciples le généralisaient à partir de son enseignement, et puis le marxisme tel que nous l'enseignait, ou en tout cas nous le proposait Louis Althusser, qui avait une très grande influence. On pourrait ajouter encore une certaine conception de la psychanalyse lacanienne, etc. Tout ceci faisait un cocktail que pour ma part je n'arrivais pas à assimiler. Vous voyez, j'ai l'impression d'être presque aliéné dans un monde où je ne me reconnaissais pas. Et il n'y a pas vraiment de hasard, mais tout de même, je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles, un jour, errant plus ou moins désœuvré sur le long des quais de la Seine, et regardant un peu par-ci par-là les bouquinistes, je suis tombé par hasard, enfin entre guillemets, sur une traduction mauvaise d'ailleurs, d'une traduction anglaise de la Bhagavad Gita avec le commentaire de Sri Aurobindo. Et j'ai acheté ça, j'ai lu ça d'une traite, d'une manière fiévreuse, emportée, comme si j'avais fait une découverte sensationnelle. Ah oui. Et vous n'aviez pas connaissance de la pensée indienne auparavant? Absolument pas. Donc vous n'arriviez même pas à situer la Bhagavad Gita, où elle se trouve, non, pas du rien. Tout. Non, pas du tout. Ça c'est bien, parce que là... Ça faisait absolument pas partie du cursus, ça n'en fait guère partie encore aujourd'hui, sauf à la rigueur à titre d'option. Maintenant on la trouve dans les supermarchés, donc oui, bien sûr. On en parle un peu plus maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose de très rare quand même. Oui, bien sûr. Et donc, vous avez senti, pour employer presque un terme indien, comme une sorte de vibration. Oui, tout à fait, oui. Un petit peu le même genre d'enthousiasme que plus tard, dont j'ai découvert plus tard que bien d'autres l'avaient éprouvé, disons, au moins 100 ou 150 ans avant moi. Je pense aux romantiques allemands. Et c'est à partir de cet enthousiasme que vous avez choisi d'être indianiste. Enfin, en tout cas, c'est le point de départ. Et un petit peu pour faire la liaison, une des premières choses que j'ai faites, que j'ai écrites, qui était à l'époque il fallait faire 2 thèses, une petite thèse, une grande, j'ai écrit un travail sur Hegel et la Bhagavad Gita. Ça me permettait de réunir encore un peu mes deux mondes. Et le plongeon s'est fait après. Donc, j'imagine, le sanskrit, les déjà en même temps que l'agrégation, oui. L'enseignement du sanskrit était très très confidentiel à l'époque. On étions quelques-uns. Une atmosphère très 19e siècle. Dans des petites salles, oui. Petites salles. 69-71, Michel Hulin, on va vous retrouver en Inde. Donc à Pondichéry et ensuite à Poona. C'est ça, oui. Pune. Plus à Pune qu'à Pondichéry, d'ailleurs. Oui. Et donc la rencontre du pays d'où étaient issus les textes que vous aviez aimés, s'est faite comment? Elle s'est faite relativement bien parce que
j'étais tout de même assez bien préparé. Ce qui n'a pas toujours été le cas de certains, ou par exemple même de certains de mes élèves plus tard, qui ont débarqué un petit peu en Inde et ont été complètement effarés par le tohu-bohu de la rue, des temples, etc., qui avaient du mal à faire la jonction entre certain nombre de connaissances plus théoriques que j'avais données et cela. En ce qui me concerne, c'était un petit peu différent. Je bénéficiais tout de même d'enseignements très personnalisés, comme ceux de Madeleine Biardot, par exemple. Et j'ai pu travailler tout de suite avec ce qu'on appelle un pandit, c'est-à-dire un lettré traditionnel, quelqu'un qui incarnait effectivement, mais qui parlait en même temps, non pas français, mais anglais, donc on pouvait avoir un échange direct avec lequel on pouvait lire quotidiennement des textes et poser toutes les questions qu'on voulait. Et en même temps, c'était deux années merveilleuses parce que j'avais pas moi-même d'enseignement à donner, donc je pouvais quand même circuler pas mal. Oui, mais ça n'empêche pas le choc avec les foules, avec la misère, oui, avec oui, les odeurs, avec absolument. le mode de vie complet, avec ces villages du bout du monde qui à cette époque n'avaient pas d'électricité, étaient coupés de tout, avec ces pèlerinages et ces foules de dizaines de milliers de personnes adorant un Dieu qui nous est parfois incompréhensible. Ça n'empêche pas cela. Donc il y a eu quand même à ce moment-là une Inde, j'imagine, sensuelle, humaine, brutale qui s'est offerte à vous. Oui. Un petit peu de la même manière, je disais tout à l'heure, quelques impressions d'enfance très fortes, l'invasion allemande, etc. Quelques autres impressions indiennes sont à peu près du même niveau. Je me rappelle encore le trajet même de l'aéroport de Bombay au petit jour jusqu'à Bombay Centre en traversant des kilomètres et des kilomètres de slum. Je me rappelle encore à peine débarqué comme ça, dans un hôtel et faisant quelques pas sur les quais autour de la baie de Bengale, tomber sur une procession funéraire. Ça, criant ram, etc. Enfin, des choses de genre, les mendiants tout autour, et ainsi de suite. Oui, un choc extrêmement fort, la chaleur, les odeurs, la foule, ainsi de suite. Mais j'avais cette espèce de viatique, vous voyez, du sanskrit, d'une certaine connaissance, qui je ne faisais pas immédiatement, et encore aujourd'hui, je ne le fais pas toujours très bien, je ne faisais pas toujours le lien entre les deux, mais j'avais foi en l'existence de ce lien. Et donc, en fréquentant des Indiens, plutôt évidemment d'abord des brahmanes, mais pas uniquement des brahmanes, peu à peu, j'arrivais à établir quelques contacts entre cette tradition lettrée, ancienne, et puis ce qu'on voyait, oui. En fait, vous auriez pu devenir seulement un indianiste, vous avez été indianiste, mais vous avez choisi quand même de rester dans le domaine de la philosophie comparée. Oui, absolument. Et pourquoi alors? Parce que ce qui vous semble intéressant, c'était de passer de l'Inde à d'autres cultures, la nôtre. Oui, de faire des va-et-vient entre deux. Parce que je pense qu'il est quand même extrêmement difficile, voire utopique, de renier ses propres origines sociales et culturelles. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse totalement se dépayser, se désoccidentaliser, ou en tout cas si on le fait, c'est avec un risque certain. Non, mais sans le faire, on peut considérer que l'objet d'étude est uniquement une culture, mais ça n'a pas été votre cas. Vous, ce qui vous a intéressé, ça a été justement et le va-et-vient et les mises en perspective. Absolument, oui, bien sûr. Je doute que même on puisse vraiment... Il y a deux voies, en gros. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, malheureusement très souvent dans l'indianisme, c'est une certaine spécialisation ou hyper-spécialisation axée sur le philologico-historique. Sur l'étude la plus minutieuse des textes, de leurs origines, leurs variantes, etc. Le contenu passant plus ou moins à l'arrière-plan. Par contre, mettre l'accent sur le contenu, même si on prétend ne faire que de l'étude de la pensée indienne,
je crois, ipso facto implique déjà une certaine comparaison latente. Par le simple fait déjà que, ou bien nous parlons en sanskrit et ça nous assimilons, ou nous continuons à manier nos idiomes européens natifs, et dans ce cas-là, certaines catégories de langues lointainement issus du grec et du latin dont nous nous servons, ne peuvent pas restituer d'emblée telle qu'elle la pensée indienne, et a fortiori la pensée chinoise, japonaise ou une autre. Donc il y a forcément une dimension de comparaison, d'interprétation implicite, même si on ne veut pas s'y engager délibérément. Avec cette grande question qu'on ne peut pas régler très rapidement, mais sur laquelle j'aimerais quand même avoir une réaction de votre part, de savoir si vraiment des ponts sont possibles. Bien sûr, idéalement, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est construire une sorte de grande matrice dans lesquelles et la pensée indienne et la pensée chinoise et tout le développement de la pensée humaine pourraient entrer. Mais c'est probablement une tâche impossible et illusoire. Entre parenthèses, c'est pourtant la tâche que s'était, entre autres, proposé Hegel, qui a voulu faire ça à sa manière, mais ne l'a fait que d'une manière très réductrice. Par contre... On ne connaissait pas tous les corpus. Loin de là, non, mais je crois qu'il n'aurait pas pu, les intégrer. Avec ce que nous avons maintenant des corpus chinois, japonais et indiens, c'est plus possible. C'est impossible d'intégrer ça dans un... Par contre, oui, je suis sensible à des coïncidences partielle et ponctuelle. Il me semble qu'en effet, dans la pensée, dans le décours historique de la pensée occidentale, il y a un certain nombre de moments privilégiés dans lesquels, consciemment ou non, la plupart du temps inconsciemment, la proximité avec l'Inde est réelle. Un de ces moments forts, me semble-t-il, c'est dans l'Antiquité le néoplatonisme. Au Moyen-Âge, une partie de la pensée du Moyen-Âge, d'ailleurs, est héritée du néoplatonisme. Il est certain que des grandes figures comme celle de Maître Eckhart, par exemple, sont très proches. Plus tard, on peut trouver encore des analogies. Il y a un philosophe, notamment de l'idéalisme allemand, qui, sans parler de l'Inde, à mon avis, on est souvent fort proche, notamment du Vedanta, qui est Fichte, beaucoup plus proche, je crois, de l'Inde que Hegel. Et puis aussi des affinités assumées, comme celle bien connue de Schopenhauer. Oui, il y a un certain nombre de jalons qu'on peut poser comme ça au cours de l'histoire.
pas facile, Michel Hulin, de parler après ce moment de quasi mystique. Voilà. Enfin, on va quand même le faire. On est là pour ça et on va s'appuyer sur un de vos ouvrages qui a été publié en l'an 2000 aux éditions Philippe Lebeau, qui est un ouvrage très abordable et qui, à mon sens, est une très bonne introduction à la pensée indienne. Enfin, votre petit texte de présentation, lui, est très court, mais dans la mesure où il s'agit d'une anthologie, vous avez appelé ça les plus beaux textes de l'hindouisme et du bouddhisme, je crois que pour ceux et celles qui voudraient s'ouvrir à cette pensée, le fait d'aller directement au texte est une bonne chose, plutôt que d'aller d'abord vers les commentaires. Les textes que vous avez choisis proviennent de ce qu'on pourrait appeler les ouvrages canoniques, les grands ouvrages reconnus par la tradition, que ce soit celle de l'hindouisme ou du bouddhisme. Mais l'originalité de cette anthologie, c'est que ça ne s'arrête pas là. Vous avez pris aussi des auteurs comme Kabir, Tukaram, ou des auteurs encore plus récents, qui ne font pas partie vraiment du corpus canonique, mais qui ont apporté une interprétation personnelle, un parfum particulier. C'était donc à dessein que vous avez mis des textes de la tradition religieuse et des textes d'écrivains. Oui, tout à fait. C'était bien sûr pour montrer l'unité de cette tradition et puis bien sûr sa vivacité, son actualité. Il est certain que des textes émanant de personnalités parfois contestées, comme par exemple Rajneesh, ça, j'ai quand même été un peu étonné. Peuvent prêter à discussion, mais il m'a semblé qu'il y avait une sorte de fil rouge qui les reliait à des textes beaucoup plus anciens. Cette tradition est vivante et en tant que vivante, elle ne peut évidemment sans cesse ânonner la même chose. Elle est confrontée à un monde extérieur, historique différent, notamment le contact maintenant largement ouvert avec l'Occident et par conséquent, ces gens sont tout naturellement amenés à reformuler leurs valeurs, en principe, dans un idiome tout à fait différent. Voilà, donc l'originalité, c'est de partir des Upanishads et d'arriver avec, mettons Rajneesh à part, mais quelqu'un comme extrême, bien sûr. Voilà, mettons quelqu'un comme Swami Prajnanpad, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle une assez grande influence sur certains philosophes aujourd'hui. À cause de Desjardins. Voilà, Arnaud Desjardins qui a été son disciple et qui a popularisé la pensée de Prajnanpad. Et puis des gens comme Krishnamurti ou le très grand Ramana Maharshi, Gandhi bien sûr, pas Sri Aurobindo. Oui, enfin... C'est peut-être une question d'atome crochu, d'affinité personnelle. Bon, comme je le disais tout à l'heure, en fait, paradoxalement, c'est à travers Sri Aurobindo vous avez que découvert la Bhagavad Gita. Puis plus tard, j'ai trouvé qu'il était moins rigoureux, qu'il était diffus, expansif, parfois un peu scientiste. Probablement suis-je mauvais juge à son égard. Il y a des questions d'affinité, des questions de sensibilité. Je me sens en phase avec Ramana Maharshi, par exemple, avec Krishnamurti. Bien sûr, Ramana Maharshi est un très grand mystique, mais chez Sri Aurobindo, il y a quand même, me semble-t-il, à la fois la capacité qu'il a eue de nous montrer que dans le Veda, il y avait déjà quand même une pré-pensée philosophique, alors que très souvent, les indianistes n'ont commencé à voir de la philosophie qu'à partir des Upanishads. Et puis, les ponts qu'il a établis avec la culture occidentale. Lui qui connaissait le grec, le français, l'allemand, l'anglais, sans parler du sanskrit, du bengali, etc. Bien sûr. Non, mais le projet même d'établir les ponts avec la pensée occidentale est infiniment louable en soi. Maintenant, chacun ses ponts. C'est pas l'essentiel. Non. Alors, l'essentiel, c'est d'essayer de savoir ce qui se dégage, parce qu'en fin de compte, le but, c'est d'essayer de trouver, je mets ça un petit peu entre guillemets, mais une sorte d'unité, ou en tout cas, sans parler d'unité, ce qui serait un peu exagéré, mais des dominantes de cette pensée indienne à travers 2500 ans. Et vous essayez vous-même, d'ailleurs, Michel Hulin, dans votre avant-propos, d'essayer de montrer 2-3 directions qui nous permettent de dire qu'il y a vraiment une pensée en Inde différente des autres. Évidemment, elle est différente en un sens, en tout. Fondamentalement,
semble-t-il. La première différence, celle qui saute aux yeux, en tout cas tout de suite, c'est par opposition à notre manière de sentir les choses de façon temporelle, historique, de prendre appui sur le passé, mais pour regarder vers l'avenir et attendre un certain salut dans l'avenir. Le propre de cette pensée indienne, c'est de se situer dans un temps qui est absolument anhistorique, et de chercher une forme de salut à l'intérieur même de ce temps. Autrement dit, la pensée indienne répugne profondément à ce que longtemps nous avons appelé le sens de l'histoire, la direction privilégiée du temps. Cette pensée indienne pense que tout est déjà là, que tout ce que l'homme peut atteindre est déjà d'une certaine façon à sa portée, qu'il n'y a rien de fondamental à conquérir. Mais d'un autre point de vue, c'est une pensée aussi qui est dominée par l'idée selon laquelle, dans les conditions ordinaires, naturelles, notre perception du monde, des choses, d'autrui, etc., est radicalement faussée. Nous sommes là comme des aveugles, nous tâtonnons, et la clé de la délivrance est attendue non pas de quelque effort historique ou de quelque réforme sociale, elle est attendue d'un certain changement de point de vue, d'une certaine manière de regarder les choses autrement. Et dans la mesure où il pense qu'en effet tout est donné toujours de toute éternité, le mal est là, c'est-à-dire l'ignorance est là, pour ainsi dire congénitale de toute éternité, mais d'un autre côté, le remède, sous forme de textes, disons entre guillemets, révélés, Veda et autre chose, est là aussi à notre disposition de toute éternité, et il est non seulement à notre disposition en tant que texte, mais en tant que texte porté par des interprètes, par des médiateurs. Je crois que l'idée est très très importante, selon laquelle depuis toujours il y a une chaîne ininterrompue de maîtres et de disciples qui se transmettent une seule et même vérité. De sorte que, en un sens, avec nos présupposés historiques ou historicistes, nous sommes souvent enclins à penser qu'on a affaire à un monde figé, à un monde qui ne sait pas sortir de ses cadres traditionnels, et puis nous sommes très souvent portés à émettre ou à attribuer à cette civilisation une vision radicalement pessimiste, voire désespérée des choses. Or, ce que montre, même à son niveau, l'Inde la plus humble, la plus quotidienne, celle qu'on rencontre dans la rue, m'a toujours énormément frappé, c'est que l'omniprésence de la misère, de la laideur, de toutes sortes de maux, n'empêche pas que le climat général soit beaucoup moins sombre et morose qu'en Occident. Je pense que c'est une expérience que beaucoup d'ailleurs de voyageurs ont fait. Les gens, souvent, je parle pas ici de sage, je ne parle pas ici de sage, je parle vraiment de l'Indien commun. Il a une espèce de résistance au malheur qui n'est pas simplement fatalisme, etc. Voilà, c'est ça, parce que d'une manière un peu vulgaire, parfois on dit, mais regardez, ils sont fatalistes. Mais c'est pas ça. Je crois que c'est pas ça. Absolument. Et, voilà, et vous montrez bien que ça se rattache à cette idée philosophique et que justement, ce monde des phénomènes ne serait qu'une illusion. Absolument. Voilà, il existe autre chose. Et vous insistez aussi, Michel Hulin, dans l'Inde des sages, sur le fait que cette notion, qui d'ailleurs chez nous est assez moderne en fin de compte, mais cette notion d'absurde n'existe pas en Inde. Non, absolument pas, non. Il n'y a pas d'absurdité. Il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir du malheur, il peut y avoir de la mort, mais jamais d'absurdité. Les choses ont toujours un sens. Il y a une notion qui est tout à fait capitale à cet égard, qui a d'ailleurs été importée chez nous, mais complètement modifiée à l'occasion de cette importation, c'est celle de Karman. Que nous sommes, Karman, soi-disant, le Karman pèse sur nous, c'est notre Karman, c'est notre destin, etc. Vu de l'Inde, la notion a un sens tout à fait différent. Karman, ça veut d'abord dire rien de ce qui arrive n'est de l'ordre de la contingence, de l'accident pur.
les pires choses, ou éventuellement les bonheurs invraisemblables, ou les chances invraisemblables qui peuvent nous atteindre, l'idéologie du Karman les pense comme l'expression ici de mérite, là au contraire de démérite, commis dans des vies antérieures. Et ce sur quoi je voudrais toujours insister, c'est sur le caractère précisément antifataliste de cette notion. En ce sens que le karma est vu en effet comme le poids du passé qui nous propulse dans certaines situations, mais la contrepartie, c'est l'idée que nous sommes en train de fabriquer notre propre avenir, même dans des renaissances futures, qu'il est entre nos mains, et que par conséquent, nous n'avons pas à gémir sur notre sort, nous n'avons pas à accabler le sort, à dire pourquoi suis-je né dans des conditions si défavorables alors que d'autres, au contraire, ont été plus favorisés. Ce sont nos actions passées qui sont responsables, mais on peut les modifier. C'est ça. Oui. C'est presque une invitation à se prendre en main. Bien sûr, oui. À ne pas ça n'est jamais donné une fois pour toutes. L'injustice du sort. Voilà. Et parce que tout ça se situe dans un très vaste mouvement qui est celui du samsara. Qui d'ailleurs déborde l'humanité. Bien sûr, on ne comprend rien à la pensée si on fait de la vie humaine une séquence isolée entre la vie et la mort. Comme ça s'étire sur un très très long fil, ce que nous voyons n'étant qu'un segment de ce fil, on peut modifier. D'abord, il a peut-être été plus heureux auparavant, et en tout cas, il peut l'être dans l'avenir. Maintenant, nous abordons, Michel Hulin, un ouvrage de vous, je l'ai déjà dit, qui me semble absolument capital, que vous avez intitulé « La mystique sauvage », qui a été publié au PUF en 93, qui est malheureusement épuisé et qui aborde un sujet qui, à mes yeux, n'avait pas été abordé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les états mystiques qui viendraient de manière quasi naturelle, sans que la volonté ait son mot à dire, et qui ne viennent pas à l'intérieur d'une religion labellisée. Donc c'était été un énorme travail d'essayer de recueillir dans différentes traditions des textes témoignant de cette expérience. Oui, en fait, je les ai recueillis un peu partout et peut-être moins dans des traditions que dans une littérature elle-même souvent récente et contemporaine. Précisément parce que je cherchais des textes qui n'est pas du tout cette imprimature, ce label théologique. J'étais frappé en effet dans des milieux, des époques historiques différentes, des milieux sociaux différents, des gens par ailleurs fort dissemblables par l'éducation, la culture, toutes sortes de paramètres, rencontrer des expériences qui paraissaient convergentes dès lors qu'ils se bornaient à en donner un récit aussi fidèle que possible à ce qui s'était passé. Par contre, évidemment, on rencontre aussi des récits qui, dans un second temps, font l'objet de la part de ceux qui les ont vécus d'une réinterprétation. Et alors là, c'est souvent un peu peut-être moins intéressant parce que, en général, les gens raccrochent tant bien que mal. On en rajoute, bien sûr. Ce vécu à leurs croyances. Alors, en face de ces phénomènes qui existent et qui sont incontestables, il y a plusieurs réactions possibles. Croire que c'est vraiment une ouverture sur une sorte d'au-delà, enfin une réalité profonde, presque d'ordre métaphysique, et puis ça peut être considéré comme une maladie. Pour beaucoup, on a pu le considérer comme une sorte de névrose, et dans la mesure où, d'une manière artificielle, à travers les drogues, on arrive à créer des états qui, d'après le vocabulaire, peuvent quelquefois ressembler à ces états de mystique sauvage, on peut se demander si c'est pas simplement un phénomène d'ordre chimique qui se passe dans notre cerveau. Donc, Dieu sait si cette question que vous abordez soulève énormément de questions. Donc, on va pas pouvoir toutes les voir, mais après avoir évoqué deux ou trois des directions de votre ouvrage, je voudrais m'arrêter un peu sur ce qui se passe au début de votre livre qui me semble fondamental, c'est le dialogue entre Romain Rolland et Sigmund Freud à propos de cela, de cette expression qu'avait utilisée Romain Rolland, qui lui avait probablement vécu une telle expérience quand il a parlé de sentiments océaniques, et de la réaction à la fois
intéressée, curieuse et en même temps négative de Sigmund Freud. Oui, c'est un débat assez exemplaire entre les deux, des esprits en un sens fort éloignés l'un de l'autre, mais qui ont néanmoins pu dialoguer à ce propos. Bon, oui, leur dialogue me paraît assez exemplaire en ce sens que la direction dans laquelle l'un et l'autre s'orientent sont presque diamétralement opposés. Enfin, Freud, tel que je le vois, au moins dans ce contexte, me paraît conserver comme idéal l'idée de l'adulte responsable, adapté au monde social dans lequel il évolue, capable d'en prendre d'autres en charge, capable de participer à côté d'autres à toutes sortes d'entreprises de caractère social, scientifique, politique, etc., etc. Tandis que ce à quoi s'intéressait Romain Rolland, qui avait connu, qui avait même écrit sur des grands mystiques de l'Inde comme Ramakrishna et Vivekananda, c'était en somme l'orientation opposée, c'est-à-dire la façon très nette, par exemple, chez un Ramakrishna, une manière de chercher une forme de salut, sinon par la démission ou la dérision, du moins en tournant le dos au sérieux de l'adulte et en se retournant consciemment vers la fraîcheur et la naïveté de l'enfance. Ce sont deux conceptions radicalement différentes. Dans un cas, on pense que l'enfant, sans être une tabula rasa au départ, a besoin d'une longue formation et que cette formation n'est pas seulement intellectuelle, qu'elle passe par le deep, etc., que c'est tout un itinéraire qui peut réussir, mais qui peut échouer aussi, et qui, s'il échoue, rend les individus névrosés et socialement inadaptés. Tandis que l'autre direction de recherche, sans nécessairement renier tout à fait la première, s'intéresse davantage à ce que l'enfant perd en se socialisant davantage, en s'identifiant de plus en plus à des rôles sociaux, à des responsabilités diverses. Et donc, si la recherche va dans deux sens absolument opposés, il est naturel que cette expérience d'ouverture soudaine que donne la mystique sauvage soit déjà interprétée et ensuite valorisée de deux façons complètement antagonistes. Oui, ce sont deux relations à la raison qui sont différentes. Parce que c'est la régression vers l'enfance, et même la vie intra-utérine. Pour Freud, ce qui n'entre pas dans la direction de la raison est, en fin de compte, est chargé d'un lourd soupçon. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous faites la relation entre ce que disait Freud, je ne suis pas sensible à ça, pas plus qu'à la musique, car effectivement, on peut retrouver aussi dans la musique quelque chose qui touche des zones de la conscience qui ne sont pas les zones de la conscience résonante, voilà, et qui existent dans un ailleurs par rapport justement à cette raison. C'est pour ça que ce débat qui a commencé en 1923, ce débat est fondamental. Le fameux malaise dans la civilisation. Voilà, ce débat est très important. Par rapport aux maladies psychiques, voilà, est-ce que cette mystique ne serait pas, ce que certains ont pensé à certaines époques, un signe pathologique? Il est évident que nous sommes au moins à la frontière du pathologique. Il y a d'ailleurs des personnages comme... j'oublie le nom, il y a une malade de Pierre Janet qui fait l'objet d'une longue recherche, dont j'oublie son nom. Madeleine, voilà. Personnage célèbre de la psychiatrie française de l'entre-deux-guerres, dont on se demande très souvent, en effet, si elle n'est pas une aliénée mentale ou bien une mystique. Mais à mon avis, la différence des deux est à la fois délicate et en même temps, néanmoins, en principe, on peut la retrouver. Ce qui m'a toujours frappé comme une sorte de dénominateur commun de toutes ces expériences dites de mystique sauvage, c'est qu'on a affaire à des expériences de désadaptation subite,
par rapport au milieu physique, milieu social. Je me rappelle jadis avoir écrit, par exemple, un article sur la chute en montagne. Sur l'abandon, la déréliction complète, et néanmoins une certaine expérience qui survient sur cette expérience. Il semblerait que le ressort d'une telle expérience soit la dissolution de toutes sortes de montages, de cuirasses dont nous garnissons pour jouer dans le monde le rôle que nous attendons de nous. Et en un sens, bien sûr, ceci peut être assimilé à une sorte de retour précipité à l'innocence de la petite enfance. Mais dans le cas de mystiques authentiques ou dans le cas de gens qui s'efforcent ensuite de réfléchir sur ce qu'ils ont vécu, d'en tirer une certaine expérience, et c'est souvent le cas. Des gens, par exemple, chez qui la phobie de la mort, par exemple, disparaît à la suite d'une telle expérience, qui essaie donc de la valoriser positivement, de l'intégrer dans leur schéma de vie, même si cette expérience en tant que telle ne va peut-être plus jamais se renouveler. Ceux-là, je crois, sont quand même à distinguer très nettement de ceux qui, soit d'une manière dramatique, soit peut-être de façon moins brutale, ont été confrontés aussi à l'irrationnel, mais qui n'ont pas su lui ménager sa place, qui se sont laissés, d'une certaine façon, envahir par lui, sans comprendre ce qui leur advenait, en cherchant d'une manière maladroite et confuse à reprendre pied dans la réalité. Il me semble que très souvent, la psychose proprement dite se trouve à cette frontière. Et le cas des drogues pourrait le montrer assez éloquemment. Le mystique, à certains égards, bien sûr, peut paraître très très proche du psychotique, mais il s'en distingue néanmoins par cette capacité qu'il a, au moins dans une certaine mesure, de réfléchir sur son expérience. Et le cas d'Henri Michaud, par exemple, serait tout à fait symptomatique à cet égard. Les textes que vous donnez de Michaud sont remarquables dans votre mystique sauvage. C'est une contribution même à la littérature. Alors, 2001, vous publiez un ouvrage qui s'intitule « Shankara et la non-dualité ». Rappelons que Shankara est un des plus importants philosophes de l'Inde. Il aurait vécu vers le 9e siècle après Jésus-Christ. Sa vie est probablement très, très légendaire. Donc, peu importe. L'important, c'est qu'il a été un des plus grands représentants de ce qu'on appelle l'Advaita, c'est-à-dire un principe de non-dualité, Atman Brahman, c'est-à-dire que ce que nous prenons pour notre moi n'est qu'une apparence et que nous sommes, en fin de compte, comme une goutte d'eau dans l'océan, nous sommes une parcelle d'un absolu. Et c'est ça notre vraie réalité. Voilà, je résume au maximum. Oui, bien sûr, très, très rapide, mais qui n'est pas faux. Et je pense qu'on peut saisir, peut-être que nos auditeurs peuvent peut-être le saisir, qu'il y a une passerelle assez naturelle entre ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire l'expérience mystique sauvage, qui prend très souvent la forme de la fulguration d'un jeu absolu, d'un jeu intemporel. Qui n'est plus le moi psychologique. Bien sûr, ni le moi social, comme vous l'avez bien dit. Absolument, qui est complètement, bien sûr, et qui n'a pas en tant que tel, qui n'a pas de limite ni temporelle ni spatiale. Beaucoup de gens essaient de dire, évidemment c'est tellement paradoxal, qu'ils ont eu le sentiment d'être comme une sorte de bulle immense dans laquelle même le monde visible est comme contenu. C'est quelque chose qui paraît absurde lorsqu'on le décrit à froid, mais qui peut être vécu, un soi omni-englobant. Oui, alors, avec Shankara, justement, on ne sait pas s'il en a vécu l'expérience ou pas, mais en tout cas, probablement pour en parler comme il en parle, il bâtit tout un système philosophique sur ce principe-là, ce principe de non-dualité. Simplement, en plus, il ne l'invente pas. Il ne l'invente pas comme sa spéculation personnelle. Ça vient de la tradition la plus lointaine. Absolument, il se et des Upanishads. Simplement, il va élaborer un système qui ensuite va marquer très profondément toute la pensée de l'Inde, jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez été un des premiers
en langue française, a donné une biographie la plus complète possible de Shankara. Une analyse de sa pensée. Oui, enfin, cette biographie, évidemment, est à prendre avec des pincettes. Oui, parce qu'elle est légendaire. C'est pas vraiment de ma part un travail originel. J'ai essayé de synthétiser ce qu'on pouvait savoir, des recherches qu'ont fait divers auteurs, notamment indiens. Il y a une abondante hagiographie shankarienne, mais il est extrêmement difficile dans cette hagiographie de discerner les traits historiques avérés. Oui. On a une sorte de silhouette du personnage. On entrevoit plutôt sa cohérence humaine que l'on ne connaît le détail de son existence. Votre vie a été changée par l'Inde. Oui, en un sens, enfin non pas au sens d'une conversion brutale. Même si je vous ai parlé tout à l'heure d'une espèce de révélation, qui était révélation, mais qui était déjà elle-même une confirmation de choses que j'entrevoyais confusément, mais que j'avais évidemment pas les moyens d'exprimer avec mes connaissances, avec mon vocabulaire, bien sûr. Non, je suis infiniment heureux d'avoir rencontré la pensée indienne et jamais une seconde de ma vie je ne l'ai regretté. Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité Michel Hulin qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord Im Abendrot de Richard Strauss par Elisabeth Schwarzkopf et actuellement l'Adagio Notturno en mi bémol majeur de Franz Schubert. Fort Intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas, préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, à la technique Serge Ristich, chargé de réalisation Didier Lagarde. Les ouvrages de Michel Hulin sont nombreux, ils sont tous très intéressants, ils sont tous très stimulants. Alors, je cite parce que nous en avons parlé l'Inde des sages qui est son anthologie. Nous avons parlé de la mystique sauvage à trouver en bibliothèque en attendant une réédition qui avait été publiée au PUF, son Shankara qui lui fort heureusement est disponible et dont je vous recommande la lecture est publié chez Bayard en 2001, un petit texte chez Vrin, Qu'est-ce que l'ignorance métaphysique dans la pensée hindoue, donc ce rapport qu'il peut y avoir entre la connaissance et le fait de savoir que l'on n'est pas celui que l'on croit être, avec un extrait justement d'un texte de Shankara, et puis une étude passionnante, malheureusement épuisée, publiée chez Fayard, La face cachée du temps, qui est une analyse à travers différentes civilisations de la relation que l'homme a pu avoir avec l'au-delà. Vous retrouverez des informations sur notre site sur France Culture et je vous signale que mon invité dimanche prochain, le dimanche 19, sera Gérard Auberlet qui nous parlera peut-être d'une forme de mystique que lui n'atteint pas par des moyens de très haute spiritualité, mais quelquefois avec un bon verre de vin d'Alsace. Bonsoir.